Vous êtes sur la RTS, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-45. Voici les titres de ce lundi 24 avril. Les salaires ont augmenté de 0,9% l'an dernier, mais ils sont plombés par l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des Suisses. Atterrissage sur Djibouti, c'est dans cet avion militaire français que le personnel diplomatique suisse a été évacué de Khartoum. L'ambassade est fermée, la capitale soudanaise se vide de ses ressortissants étrangers. L'histoire du design au Liban, de l'indépendance en 1943 à nos jours. L'exposition est à voir au MUDAC. Le musée lausannois veut regarder au-delà du monde eurocentré. Pays désormais le plus peuplé de la planète, récemment devenu la 5e économie mondiale, l'Inde est-elle encore la plus grande démocratie ? État des lieux avec Vaidju Naravane, professeur à Sciences Po France et éditorialiste pour The Hindustan Times dans notre rendez-vous Mutation. C'est une bonne nouvelle. L'an dernier, les salaires ont augmenté en Suisse. Mauvaise nouvelle, ils sont à la hausse, mais moins vite que l'inflation. Les chiffres sont tombés ce matin. Le décryptage de Charlotte Enfroy-Barry. C'est une hausse qui passe presque inaperçue. L'an dernier, les salaires ont augmenté de 0,9% par rapport à 2021. L'industrie chimique et pharmaceutique est la branche la plus généreuse, avec des hausses qui atteignent 4%. Les assurances et activités informatiques ont aussi augmenté le salaire de leurs employés, tout comme la grande distribution. Aldi, Coop, Lidl et Migros ont récemment annoncé relever le revenu de leurs salariés. Quelques francs de plus qui ne finiront pas sous l'oreiller. En raison de l'inflation exceptionnelle, le pouvoir d'achat des Suisses a diminué de 1,9% en un an. L'Union syndicale suisse dénonce l'hypocrisie des entreprises. Le constat est inquiétant. En termes de salaire et de pouvoir d'achat, la situation des salariés en Suisse se dégrade. Beaucoup d'employeurs refusent même de compenser le renchérissement, alors que ce sont eux qui augmentent les prix et qu'en plus, ils font des bénéfices. L'augmentation est d'autant plus fragile qu'elle divise. L'an dernier, le salaire des hommes a augmenté de 1,1% contre seulement 0,8% pour les femmes. Un écart qui interpelle le syndicat UNIA. À des postes et conditions de travail similaires, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est une question de respect, le minimum d'une société qui se veut démocratique. Il doit y avoir des mesures imposées aux entreprises par un cadre légal. Les syndicats appellent les salariés à se mobiliser massivement le 1er mai prochain pour obtenir des hausses plus importantes de salaire. Et ce chiffre encore, les clients de Crédit Suisse ont retiré 61 milliards de francs au premier trimestre. C'est ce qu'indique la banque dans son tout dernier rapport avant le rachat par UBS. Et l'hémorragie se poursuit. À ce jour, les sorties de capitaux ont ralenti, mais ne se sont pas encore inversées. Crédit Suisse a essuyé une lourde perte, 1,32 milliard sur ces 3 mois. Je vous le disais en titre, la Suisse a fermé son ambassade à Khartoum. La capitale soudanaise est à feu et à sang. Face à la violence des combats, Berne a donc décidé d'évacuer son personnel diplomatique. Les précisions d'Olivier Collard. Base aérienne militaire française de Djibouti, un premier rapatriement en provenance du Soudan. Des diplomates et leurs familles, ainsi que 12 membres de l'ambassade suisse à Khartoum, sains et saufs, rapatriés hier avec le concours des forces armées françaises. Pour des raisons de sécurité, nous fermons notre ambassade à Khartoum. Notre personnel et leurs familles ont été évacués et sont en sécurité. L'exercice a été rendu possible grâce à une collaboration avec nos partenaires, notamment la France. Merci pour leur soutien. D'autres ressortissants suisses, encore sur place, sont en train d'être évacués avec le soutien actif de l'Italie. Une opération à haut risque dans une ville toujours en proie à de très violents combats. La situation est très tendue. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il ne semble pas qu'il y ait de désescalade et toutes les tentatives de cesser le feu humanitaire ont échoué. On ne sait pas ce qu'il va se passer par la suite. À Khartoum, la situation demeure confuse dans cette ville de 5 millions d'habitants. Les affrontements font toujours rage entre milices rivales.
En Suisse maintenant, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider visitait ce matin le centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry dans le canton de Neuchâtel. Une visite sans la presse. La chef du département fédéral de justice et police doit maintenant s'entretenir avec des élus cantonaux et communaux et avec des représentants des milieux associatifs. Le centre est à l'origine de tensions dans la ville et alentour. La nouvelle caserne d'Épesse a été inaugurée ce matin dans le canton de Genève. Il s'agit d'un centre d'instruction qui peut regrouper à la fois des troupes militaires et civiles. Et c'est inédit en Suisse. Les explications de Thomas Moisson et Gianluca Agosta. Tir de fusil, le drapeau genevois hissé et l'incontournable coupé de ruban. Ce lundi matin, un centre d'instruction destiné à la fois aux militaires et aux civils a été inauguré à Épesse dans le canton de Genève, une première en Suisse. Qu'aujourd'hui, quand on parle de protection de la population, ce n'est pas uniquement l'armée, ce n'est pas uniquement la protection civile, mais c'est l'ensemble des acteurs. Ici, c'est un lieu d'entraînement aussi pour la lutte contre l'incendie. Des personnes viendront d'ailleurs d'autres pays, tant le site est à la pointe de la technologie. Auditoire pouvant accueillir près de 200 personnes, salle de théorie, salle multisport, le centre permettra d'offrir une formation commune et unifiée aux troupes de sauvetage, à l'armée, aux sapeurs-pompiers, à la police et à la protection civile. Certains sont déjà au travail. Alors voilà, ici on se trouve sur une salle de rapport donc mutualisée. C'est les bureaux du centre d'instruction feu et protection civile. C'est les instructeurs qui travaillent maintenant ici sur le site d'Épesse pour faire l'instruction aux écoles de rue de protection civile et des services de défense incendie des privés. Et actuellement ils sont en rapport, donc on va les laisser tranquilles. Cette inauguration est la dernière étape du redéploiement de l'armée dans le canton à la suite de son départ de la caserne des Vernets. Après Mérin et Erlaville, le site d'Épesse clôt un chapitre. Aujourd'hui, c'est la dernière pierre à l'édifice. Maintenant, il s'agit de faire vivre tout cela. On se rend compte, il y a une école de recrue d'ailleurs qui commence aujourd'hui même ici. C'est bien la preuve que c'est prêt. Donc c'est pour nous une grande satisfaction. Le village d'exercice du site d'Épesse va aussi se refaire une beauté. L'infrastructure est utilisée depuis les années 70. Elle sera modernisée et inaugurée en 2024. Le canton de Vaud commémore les 300 ans de la mort du major d'Avel. En 1723, il décédait sur l'échafaud pour avoir dénoncé les abus des Bernois. Avant la cérémonie officielle de ce soir, en présence de plusieurs centaines d'invités, comme chaque année, la Société d'étudiants Zofingue a rendu hommage à une icône chère à leur cœur. Le reportage de Maud Richon. L'instant est solennel. Il y a pile 300 ans, ce 24 avril, le major d'Avel sortait du château Saint-Mère en vieille ville de Lausanne pour entreprendre son dernier voyage, celui qui le mènera à l'échafaud. Leurs casquettes fermement placées sur la tête, les membres de la Société d'étudiants Zofingue ont mis leur réveil ce lundi matin pour commémorer cet événement historique. Alors c'est un jour en fait de partage et puis de communion avec celui qui est devenu avec le temps un héros de l'indépendance vaudoise et qui a fait ici commencé sa dernière marche jusqu'à son lieu de supplice à Vidy. Présent, une quarantaine d'anciens et actuels membres de cette société d'étudiants créée en 1819. Certaines têtes sont plus connues que d'autres, mais tous nourrissent le même souhait, que le major d'Avel ne tombe jamais dans l'oubli. J'espère que ce tricentenaire permettra à chaque Vaudoise et à chaque Vaudois de se remémorer le sacrifice auquel il a consenti, en quelque sorte, pour nos libertés. Le major d'Avel aurait été veillé par des étudiants la nuit avant son exécution. C'est ce qui explique que les Zofingiens organisent chaque 24 avril depuis de nombreuses années une marche commémorative de la vieille ville jusqu'au bord du lac. Ça rappelle la présence des étudiants à la veille de la mort du major qui l'ont accompagné à ce moment-là. Et c'est quelque chose que notre société, il y a déjà un siècle, a décidé de commémorer. Il y a en quelque sorte un petit devoir de mémoire parce qu'il a donné énormément pour le pays de Vaud jusqu'à sa vie. Et en effet, c'est pour rappeler aux Vaudois aujourd'hui qui ne le connaissent pas forcément qu'en effet, il a existé et l'importance qu'il a eue pour l'histoire de notre canton. Après avoir déposé une gerbe sur le lieu de l'exécution de d'Avel, les Zofingiens se préparent maintenant à célébrer leur héros ce soir à Cuilly, en présence notamment du gouvernement vaudois incorporé.
Nous sommes lundi et comme tous les lundis, place à notre rendez-vous mutation parce que le monde est en mutation. L'Inde va dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé de la planète en milieu d'année. C'est une estimation de l'ONU et une estimation seulement car peu de chances que le sous-continent organise un recensement. Le dernier date de 2011. En cause, les réticences politiques du gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi à un an des élections. Alors cette question cette semaine, l'Inde est-elle encore la plus grande démocratie au monde? Décryptage avec vous, Vaidju Naravani. Bonjour. Vous êtes professeure à Sciences Po France et éditorialiste pour Hindustan Times, cofondatrice du site The Wire. La première question qu'on se pose, c'est par rapport à ce chiffre qui arrive, l'Inde bientôt le pays le plus peuplé de la planète, pas de volonté de recensement alors qu'on pourrait jouer sur ces chiffres. Pourquoi il y a cette réticence politique de Narendra Modi ? Il y a de réticences politiques de la part de Narendra Modi, en partie parce qu'il y a des demandes qu'on fasse un comptage de la population selon les castes. Et ça poserait vraiment un énorme problème. Comme beaucoup de monde sait, il y a des réservations des postes, il y a des quotas qui sont selon les castes. Et puis, le gouvernement de Narendra Modi a maintenu ce mythe que la population musulmane est en train de s'exploser, qui donne le grain à moudre à des groupuscules nationalistes hindous qui disent « Ah, le grand remplacement », la même théorie qui se passe en Inde. On a 200 millions de musulmans en Inde. Et si on disait qu'effectivement la population musulmane n'a pas tellement bougé, ça collerait pas avec la narrative des hindouistes au pouvoir. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'il y a tout un narratif qui est en train d'être remis en place. Il y a donc Narendra Modi et face à lui, Rahul Gandhi, c'est son principal opposant. Le député et chef de file du parti du Congrès a été éjecté du Parlement. Portrait croisé sur fond de bataille pour le pouvoir, signé Steven Moussa. Bientôt 9 ans que Narendra Modi est à la tête de l'Inde. À 72 ans, le Premier ministre s'érige en protecteur des Indiens contre la menace extérieure et son national-populisme séduit la majorité hindoue du pays. Un programme politique qui s'exprime d'abord par le rejet des élites, notamment l'establishment du Parti du Congrès, dont est issu Rahul Gandhi, 52 ans, figure de proue de l'opposition, banni du Parlement le mois dernier en raison de sa condamnation à une peine de prison pour diffamation. 2 années d'emprisonnement pour avoir déclaré lors de la campagne électorale de 2019 que tous les voleurs ont Modi comme nom de famille. Libéré sous caution, il annonce vouloir continuer à défendre la démocratie. J'ai pas peur de ces menaces, de ces disqualifications, de ces allégations, de ces peines de prison. Je m'en moque. Elles ne me font pas peur. Sa demande d'appel à sa condamnation a été rejetée jeudi dernier, de quoi l'empêcher de participer aux élections générales de 2024, dont le parti de Modi est donné largement vainqueur. Un parti au pouvoir régulièrement accusé d'utiliser la justice pour cibler et museler ses détracteurs. Alors dans ces conditions, l'Inde est-elle toujours la plus grande démocratie du monde ? Réponse, Vaidju Naravani. Je dirais c'est une autocratie électorale. Ce n'est plus la démocratie qu'elle était. Quand j'étais en train de grandir, j'ai vraiment grandi dans un pays démocratique où les gens pouvaient s'exprimer. Aujourd'hui, on voit que les journalistes sont de plus en plus muselés. Les ONG qui travaillent, dès que vous dites quelque chose contre le gouvernement, vous êtes mis en tôle. Vous avez les enquêtes financières. C'est le cas aussi de la BBC qui avait émis un grand documentaire sur Modi. Et tout de suite après, les bureaux de la BBC à Delhi ont été envahis par les enquêteurs financiers en disant que la corporation BBC avait pratiqué de la fraude. Donc c'est le cas de toute dissension. On est en train de vraiment couper la liberté de l'expression. C'est un régime qui devient de plus en plus autocratique, c'est ce que vous nous dites. L'Inde qui veut également devenir un grand acteur géopolitique. Quels sont ses atouts ? D'abord, la population. On parle toujours de cette soi-disant dividende de la population, c'est-à-dire en 2030, l'Inde aura le plus grand nombre de personnes qui auront entre 15 et 32 ans. Aujourd'hui, l'âge médian en Inde est 32 ans, donc c'est une population extraordinairement jeune. Mais
cet atout peut devenir aussi un poids et un danger parce que si vous n'arrivez pas à donner l'éducation, la santé, l'emploi correct à cette armée de jeunes, ils peuvent très bien devenir les populations mécontentes, rebelles. Vous parliez de l'emploi. L'Inde a récemment dépassé la Grande-Bretagne et est devenue la 5e économie mondiale. C'est le pays qui devrait avoir la plus grande croissance cette année. Et pourtant, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans le pays. L'Inde ne devient toujours pas ce pays de manufacturier que M. Modi voudrait. Il y a des millions de jeunes qui cherchent de l'emploi et souvent l'emploi est très partiel parce que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le gig economy. Donc on vous dit allez devenir un chauffeur pour Uber ou pour d'autres personnes, d'autres employeurs comme ça, mais ça vous donne pas vraiment de quoi vivre. Et il y a un grogne qui commence à augmenter dans le pays. L'Inde est quand même sur un pas assez dangereux pour la démocratie du pays, parce que pour la stabilité aussi du pays. Est-ce que ça veut dire que cette partie de la population pourrait se retourner à un moment ou à un autre contre Narendra Modi ? On voit bien qu'il y a des élections dans un an, on ne touche pas trop au recensement de la population, il a fait taire son principal opposant, mais est-ce que le peuple pourrait être suffisamment nombreux pour éventuellement faire changer la donne ? C'est assez paradoxal, parce que Narendra Modi est adoré par soi-disant 70% des gens, et même s'ils n'ont pas l'emploi ou la pleine emploi, il y a beaucoup de problèmes. La population dit on a besoin d'un leader fort, Narendra Modi est ce leader fort, et surtout c'est la carte hindouiste qu'il joue, parce que 77% des Indiens sont des hindous. Les musulmans qui comptent 200 millions ont été érigés comme le grand ennemi, les envahisseurs de jadis, et vraiment le focus c'est anti-minorité. Je voudrais qu'on termine sur un dernier point. La saison chaude débute et déjà plusieurs records de température pour un mois d'avril. On a recensé 44 degrés par exemple. La Banque mondiale estime que plus de 140 millions de personnes pourraient être forcées à migrer d'ici à 2050 en raison du réchauffement climatique. Ça apparaît comme un grand défi pour l'Inde. Est-ce que Narendra Modi s'en empare ? Il parle beaucoup dans les forums internationaux en disant que l'Inde va devenir vert, mais on voit qu'on met l'accent sur le charbon, on continue de faire ça, et puis les villes et les villages souffrent énormément. On a des sécheresses records, les fermiers sont mécontents. Des déplacements de population aussi très importants. Énormes vers les grandes villes, et il n'y a pas assez de travail dans les grandes villes. Donc c'est pas un scénario très rose. Et c'est un géant au pied d'argile, l'Inde. Merci beaucoup, Vaidju Naravane, d'être venu nous apporter cet éclairage sur donc le pays désormais le plus peuplé de la planète. Merci beaucoup. Merci. On va continuer à parler d'actualité et vous allez voir que l'actualité peut également se lire à travers l'art. C'est l'occasion de parler du Liban, petit pays méditerranéen confronté à un effondrement économique et politique. Il est pourtant, vous allez le voir, gagné par une effervescence artistique depuis les années 2000 que retrace l'exposition Beyrouth, le temps du design. C'est à voir au MUDAC à Lausanne, visite guidée avec Frédéric Delaloy et Julie Evard. C'est en découvrant le travail de la designeuse Karen Chekerjian, il y a une dizaine d'années à l'Institut du monde arabe à Paris, que le directeur adjoint du MUDAC, le musée cantonal de design et d'art appliqué contemporain, a découvert le design libanais. Et qui m'a donné l'idée de creuser pour voir ce qui se passait au Moyen-Orient dans le monde du design. Souvent, on a cette espèce d'idée caricaturale qu'au Moyen-Orient, on a un design qui est un peu kitsch, beaucoup de doré, qui imite un peu du Louis XV. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que véritablement, au Liban, il y a une scène spécifique qui évoque et qui justifie l'émergence du design au Liban depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Notamment l'arrivée des dividendes liés à l'industrie du pétrole, avec l'arrivée des pipelines irakiens, saoudiens dans les ports tankers du Liban, le développement des banques, l'arrivée à la construction de l'aéroport et tous ces avions qui arrivent de l'étranger, qui ont fait du Liban finalement une place touristique et d'affaires extrêmement importante. Donc tout ça va contribuer à faire arriver l'Occident au Moyen-Orient et donc créer un peu plus ce mélange entre Orient et Occident. La récurrence dans le design au Liban, elle est
peut-être à trouver dans l'usage de certains matériaux. Beaucoup de bois, parce qu'il y a une tradition du bois au Liban qui est liée notamment au savoir-faire des Syriens qui sont venus travailler au Liban. Il y a le travail du laiton. On retrouve aussi un usage du marbre assez récurrent. L'exposition Beyrouth, le temps du design, est évidemment traversée par la guerre civile. Il y a cette table qui s'appelle Icar de Karen Shekerdian, qui est en forme d'avion en papier et qui évoque finalement les allers-retours qu'elle a dû faire quand elle était jeune entre Paris-Beyrouth, Beyrouth-Paris, au moment où la guerre civile était trop importante. Donc ces tables, ces objets, ces chaises, certaines fois deviennent véritablement des sortes de métaphores des histoires personnelles des designers pendant la guerre civile. L'exposition contient également un espace dédié à l'histoire du design au Liban, notamment dédié à la reconstitution d'objets et archives détruits durant la guerre civile entre 1975 et 1990. Fascinant. Hollywood organisait ce week-end une vente aux enchères très cinématographique. Elle rassemblait des pièces issues de films célèbres des 100 dernières années, avec, comme par exemple, ce costume emblématique de John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Ce 3 pièces en polyester a été adjugé à $240 000. Et c'est la fin de ce journal. L'information revient à 19h30 avec Philippe Reva. À 19h, Couleur locale est à Morges. Tout de suite, la météo de Lionel Fontana. Je vous dis à demain. Restez sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.